brièvement raconter dans quelles conditions ce mécanisme est passé de 50 à 500 millions, puis à 600 millions. Semble-t-il, c'est au cours d'une audience que le président Wade s'est préoccupé de savoir quelle est l'enveloppe de la dotation. On lui a dit que c'était 50 millions. Et dans sa générosité et dans son courage, il a décidé de doubler, non pas de doubler, de multiplier par 10 séances tenantes la dotation. Donc on passe de 50 à 500 millions. Il aurait appelé le Premier ministre de l'époque, Macky Sall, pour l'en informer. Et Macky Sall aurait demandé l'autorisation au président d'apporter sa contribution personnelle. Donc séance tenante, on est passé de 50 à 600 millions. Parce que le président Macky Sall a pris sur ses fonds propres la dotation de 100 millions pour compléter l'enveloppe à 600 millions. Je me permets d'insister sur cet aspect-là, puisque les professionnels et acteurs culturels que vous êtes, vous avez un rôle essentiel à jouer à côté du ministère, des fonctionnaires, pour faire aboutir un certain nombre d'idées généreuses. Donc l'enveloppe a été portée à 600 millions pendant quelques années et à partir de 2010, elle a commencé à se réduire jusqu'à se stabiliser en 2013-2014 à 200 millions. Macky Sall étant arrivé en 2012, il a donné des instructions et l'enveloppe a repris du poids de la bête. 250 millions, 500 millions, et dans le prochain budget, on passe à 600 millions. L'objectif étant d'aller vers 1 milliard. Voilà donc pour l'évolution récente de la dotation. Ce qui me paraît intéressant à retenir, c'est comme je disais au départ, cette constance de l'intérêt que les pouvoirs publics accordent au secteur. Un intérêt qui vacille, mais enfin il est là, il est constant. C'est d'autant plus important à dire que quand on regarde autour de soi, nous avons la chance d'aller dans des rencontres internationales, notre pays est cité et en référence en ce qui concerne l'accompagnement de l'État aux opérateurs de ce secteur de l'édition. Voilà donc le premier point que je voulais aborder, pour ensuite parler de ce qui a été fait en 2018. Je dois rappeler que, entre-temps, l'une des préoccupations du ministre a été mise en œuvre en ce qui concerne notre secteur. Quand il est arrivé, M. Abdoulaye Coulibaly a considéré, remarqué, constaté qu'il y avait pas mal de fonds disponibles au ministère de la Culture et il a donné deux instructions fortes. La première, c'est de repenser l'accès aux subventions. La seconde, c'est d'harmoniser le fonctionnement et la gestion en vue d'aller vers plus d'efficacité, plus de traçabilité, plus de pertinence. Alors, en ce qui concerne les procédures d'accès aux subventions, les éditeurs et les écrivains ont pu bénéficier d'une situation, on va dire, subsidiaire, entre guillemets, puisque le dispositif mis en œuvre et adopté par le ministère était difficilement applicable à notre situation. Je le décris très rapidement. Les porteurs de projets culturels, quels qu'ils soient, sont désormais invités à passer par les centres culturels régionaux. Les directeurs de ces centres-là étant supposés outillés pour faire une première sélection à la base et ne laisser passer à la hiérarchie supérieure que les projets jugés pertinents. En attendant maintenant que la portion centrale convoque les différents comités de gestion pour décider du sort à réserver à ces projets. Alors nous avons, dans une note, simplement informé l'autorité qu'un tel schéma était difficilement applicable immédiatement, puisque quelques mois auparavant, le ministre avait validé le schéma de répartition des subventions et adressé des courriers aux éditeurs, aux associations professionnelles, pour le dire que pour 2019, enfin 2018,
voilà ce dont vous alliez bénéficier. Donc on nous a accepté cette situation transitoire, on va dire, et il est probable que d'ici l'année prochaine, nous soyons invités à intégrer le moule, ce qui pourrait, encore une fois, poser quelques difficultés. Mais enfin, pour votre information, voilà comment les choses se sont passées. Un comité de gestion a été installé au mois d'avril, avec les différents partenaires qui sont autour de cette table-là, pour dire quels sont les champs d'action du Fonds d'aide à l'édition et comment désormais le mécanisme doit fonctionner. Nous sommes en train de préparer un bilan à soumettre à l'autorité pour lui suggérer la convocation de la deuxième session du comité de gestion, puisque cet instrument se réunit deux fois l'an, en espérant que l'agenda du ministre permettrait pour 2018, en tout cas dans les derniers jours de décembre, de tenir cette réunion. Pour 2018, nous avions 500 millions. Enfin, dans l'inscription, on a 570 millions, mais en réalité, comme je le dis souvent, les 70 millions sont affectés à la préparation des salons. Donc sur ces 500 millions-là, en termes de pourcentage, voilà ce qui a été fait. Les acteurs de la chaîne du livre ont bénéficié d'appui pour une hauteur de 65% de l'enveloppe. Le réseau de lecture publique, puisque ça aussi, il faut le dire et le répéter, nous sommes direction du livre et de la lecture. Et qui parle de lecture parle forcément de dispositifs ordonnés autour des bibliothèques, qui dépendent directement du ministère de la Culture, mais aussi des autres types de bibliothèques qui ne dépendent pas de nous, mais que nous chapeautons. Parce qu'encore une fois, notre mission, c'est une mission de lecture publique. Donc le réseau a bénéficié pour 18%, les salons pour 10% de la dotation, et les salaires, puisqu'il y a des charges, nous avons des gens qui travaillent avec nous, qui ne sont pas recrutés et qu'il faut payer. 7% de la dotation donc est utilisée pour payer les salaires. Bon, dans le détail, je peux revenir sur, par exemple, les salons, on en parle souvent. Qu'est-ce qui a été fait? Où est-ce que le ministère et les éditeurs et écrivains ont pu aller? J'ai la liste sous les yeux, je peux y revenir. Le dernier point de mon propos concerne la vision. Qu'est-ce que le ministre souhaite faire avec cet instrument-là? Lorsqu'il est venu nous rendre visite au mois de novembre 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus, entre autres, en ce qui concerne le fonds d'aide à l'édition, voilà le résumé de ce qu'il nous avait donné comme instruction. La première, il a commencé par évoquer son expérience personnelle. En tant que consultant, il a été envoyé ou invité au Rwanda pour réfléchir avec les autorités de ce pays sur comment réorganiser le fonds d'appui à la presse. Il disait qu'il avait en souvenance 2 guichets qui étaient proposés et mis en œuvre. Un premier guichet dont la finalité était d'appuyer les entrepreneurs du secteur pour les capaciter et leur donner les moyens de créer de véritables entreprises. Un second guichet, maintenant, pour le financement, l'accompagnement de projets ponctuels. On a dit que ce serait peut-être bien qu'on imagine, en ce qui nous concerne, un mécanisme qui fonctionnerait un peu selon ce schéma-là. Il s'est trouvé que nous-mêmes, dans nos réflexions, nous pensions plus ou moins la même chose. Alors donc, dans le détail, voilà ce que pourrait être la stratégie en vue de réorienter ce dispositif. J'ai commencé par convoquer 2 adages. Ne plus offrir du poisson, mais apprendre à pêcher. Je crois que c'est les Chinois qui disent cela. Quand on veut aider quelqu'un, il ne faut pas lui donner du poisson. Il faut lui apprendre à pêcher. Parce que c'est cela qui lui permet d'avoir son autonomie. Convoque une deuxième sagesse qui est bien de chez nous. Alors, c'est quand en essayant de combiner ces deux sagesses-là que nous proposons ce que le ministre a validé, parce que cela a fait l'objet d'une note qui lui a été envoyée,
il estime que c'est bon, on doit pouvoir travailler sur cette base. Donc, aller vers des contrats de performance proposés aux opérateurs. Dans notre entendement, les opérateurs, c'est d'abord les écrivains, c'est les éditeurs, c'est les libraires. Ça fait l'objet d'une discussion. Certains estiment que les libraires ne doivent pas bénéficier de ce mécanisme. C'est les imprimeurs, c'est les animateurs de bibliothèques. C'est aussi le citoyen qui doit pouvoir exercer un contrôle sur la qualité des produits qui lui sont proposés. Donc pour mettre en œuvre ces CDP-là, il y a, de notre point de vue, 3 urgences à régler. La première, il faut un dispositif juridique et réglementaire. Il faut naturellement des textes qui encadrent l'intervention du mécanisme. Il faut, et c'est important, ça commence aujourd'hui, ça devrait continuer, travailler à établir une vision commune. L'État vient avec une façon de voir. Cette façon de voir n'a aucune chance de se réaliser si les opérateurs que vous êtes n'adhérez pas à cela. Naturellement, à travers des discussions, des forums, des forats comme celui que nous tenons ce matin. Et enfin, et c'est un point essentiel, l'esprit d'un partenariat public-privé. Vous êtes des privés, vous êtes des opérateurs, on peut parfaitement imaginer que dans une configuration d'intérêt, que les privés ouvrent, c'est une proposition, une partie de leur capital. Je l'ai dit à Genève, ça fait bondir. Certains n'étaient pas du tout contents, etc. En fait, c'est aussi cela. Ne serait-ce qu'à hauteur de 1%, que le capital d'une maison d'édition ou d'une librairie ou d'une imprimerie soit ouvert pour permettre à l'État d'être là. À 1%, on ne peut rien faire. Mais à 1%, on peut faire sentir la volonté de l'État. Donc, ces 3 points nous paraissent essentiels: l'armature juridique, la vision commune et le partenariat public-privé. Maintenant, comment est-ce qu'on mettrait en œuvre ce dispositif, cette façon de faire? Il faut d'abord considérer que c'est l'affaire de l'État, mais aussi l'affaire des partenaires. J'ouvre une parenthèse pour dire que dans le cadre de la préparation de ce salon-là, nous avons beaucoup insisté sur la dimension partenariat entre l'État et les opérateurs. Voilà, je disais à quelqu'un en privé que je suis allé au salon de Francfort, j'en suis rentré très enrichi. J'ai appris que c'est une entreprise, je savais déjà, la plus grande plateforme au monde, c'est le salon. C'est un salon qui a 600 ans d'existence. À la date d'aujourd'hui, c'est une affaire qui est gérée par des privés en lien avec l'État, avec un personnel permanent de 200 personnes. 200 personnes qui travaillent chaque jour pour le compte du salon de Francfort. Ce salon-là, nous l'avons organisé, heureusement en partenariat avec la commune de Saint-Louis. À la dernière, nous sommes 10. 10 personnes ne peuvent pas faire un salon. Dans la recommandation que nous avons faite en marge ou dans le rapport de mission, nous avons clairement suggéré que le ministère travaille avec les professionnels, éditeurs et écrivains à leur confier l'organisation des salons et foires dans notre pays. C'est plus simple, c'est plus performant et je crois que ça donne des résultats plus intéressants pour la relance du secteur. Donc c'est l'affaire de l'État et des partenaires. Le ministère pourrait agir dans 2 directions. C'est juste des exemples. J'ai dit tantôt apprendre à pêcher plutôt que d'offrir du poisson. Comment est-ce qu'on mettrait en œuvre cela dans le secteur qui nous concerne? Par exemple, sélectionner, après appel à candidature, des éditeurs, des écrivains, des libraires, des écrivains. Nous étions hier au soir chez Aminata Sofa. C'est un centre excellent où on peut organiser des ateliers d'écriture, des imprimeurs. Qu'est-ce qui empêcherait que dans une séquence temporelle, par exemple, de 3 ans, en admettant que nous ayons un mécanisme abondé à hauteur de 1 milliard de francs CFA, ce qui est parfaitement dans l'ordre du possible,
Le cinéma est à 2 milliards aujourd'hui. Avec 1 milliard sur 4 ans, je crois qu'il est possible de faire bouger le secteur. 20 éditeurs qu'on choisirait pour les capacités au bout de 4 ans, avec une dotation conséquente. Je dis, plutôt que de donner 10 millions à telle maison d'édition pour une année, si dans le cadre d'un contrat de performance, la maison d'édition répond aux critères souhaités par l'État, un éditeur pourrait raisonnablement recevoir 150 millions sur cette tranche chronologique, et je crois qu'avec 150 millions, on peut raisonnablement, au bout de la 4e ou de la 5e année, se passer de l'appui de l'État. Tout cela étant naturellement contrôlé et encadré par un dispositif, c'est pourquoi je parlais de dispositif réglementaire au départ. Voilà, on aurait pu reprendre le même modèle pour les éditeurs, enfin les écrivains, les imprimés, les libraires, etc. Tout ce qui tourne autour de la chaîne et qui la rend possible. Notre mission, c'est le livre, mais aussi c'est la lecture. Nous n'oublions pas l'importance d'accompagner le réseau national de bibliothèques. C'est essentiel. Je n'en dirai pas, enfin, voilà, je ne me pencherai pas outre mesure. L'État a des choix stratégiques clairs en ce domaine-là. La Bibliothèque nationale va démarrer incessamment quand, je ne sais pas, nous avons une assiette foncière disponible à Diamniadio, nous avons une inscription qui a été reconduite dans le budget de l'année 2019. Cela exprime la volonté de l'État de faire avancer les choses. Le ministre a un schéma de réorganisation des centres culturels sur l'échelle nationale. Dans les 14 régions, les centres culturels seront dotés de complexes à l'intérieur desquels des bibliothèques sont prévues. Le réseau de centres de lecture et d'animation culturelle est également concerné pour le renforcement. L'enjeu étant, et c'est par là que je termine, de porter le livre au cœur de la citoyenneté. Faire en sorte que le bon livre que vous produisez soit consommé partout au Sénégal. Pas uniquement à Dakar ou à Saint-Louis, mais aussi à Pakour, à Marsassou ou même à Nguéniène, puisque nous avons un claque là-bas. Voilà donc, Monsieur le Président, je ne sais pas si je suis resté dans le quart d'heure, j'ai un peu dépassé ce que j'avais prévu d'exposer au titre de la vision en vue d'une réorientation du Fonds d'État d'édition. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur, pour cet exposé très enrichissant qui nous donne à la fois l'histoire historique de ce fonds qui a évolué de manière très sensible, avec des rythmes divers, mais enfin il a évolué très positivement toutes ces dernières années. Vous avez également fait un bilan quasiment de ce qui a été fait jusqu'ici relativement à 2018, et puis vous avez ouvert les perspectives du point de vue de la direction du livre, du ministère de la Culture, qui sont des orientations, je crois, assez claires, sur lesquelles on pourra tout à l'heure davantage échanger. Je vais donc donner la parole maintenant à M. Alun Badarabi, éditeur, écrivain d'abord. Merci beaucoup, Président. Je voudrais d'abord féliciter le directeur du livre, Ibrahim Loulou, pour d'abord la qualité de l'organisation, surtout la cérémonie d'ouverture d'hier, qui a été marquée par une forte mobilisation. Le féliciter encore pour les propos qu'il vient de tenir, notamment sur le fonds d'aide. Le fonds d'aide intéresse particulièrement deux secteurs. Il faut le reconnaître, le but de ce fonds d'aide était la promotion donc, de l'éditeur en général, de l'écrivain en particulier. Il a retracé aussi l'historique, c'est vrai, il a été fidèle à l'historique, et je pense qu'il est bon souvent de le rappeler. Comme disait hier Makili Gassama, tout est parti de quelque chose. Bon, il faut quand même qu'il y ait un début. Et c'était à l'occasion de la préparation du premier congrès du PEN international en Afrique,
Le PEN qui existe depuis 1921, que nous avons rencontré le président Wade à cette période et qui voulait donc frapper un grand coup. Il nous avait demandé ce qu'il fallait faire, notamment dans le domaine du FONDEP, qui était effectivement, comme l'a dit, de 50 millions. Et il a demandé aussitôt, il a appelé son PM pour lui dire, bon, il faut l'annoncer que pour cette année, le FONDEP sera porté à 500 millions. Et c'est séance tenante, qu'en augmentant le son du téléphone, que son Premier ministre a dit qu'il voulait aussi contribuer pour 100 millions, ce qui a apporté à 600 millions. Mais il faut dire qu'après, il y a eu une chute de ce fonds-là. À un moment donné, c'est tombé vraiment peut-être même à moins de 200 millions. Alors c'est vrai que avec l'avènement de Macky Sall, le fonds est encore reprogrammé pour 500, 600 millions. Mais en tout cas, à l'occasion d'une audience que nous avons eue avec le président, j'avais demandé au président, après sa promesse, si je pouvais m'adresser à la presse, dire que lui-même, s'il a promis de le porter à 1 milliard, et il avait donné son accord. Donc je pense que dans cette perspective, nous restons convaincus qu'il sera porté à 1 milliard. Et ça, c'est extrêmement important. Tous les autres fonds, cinéma et tout ça, ont connu une hausse. Il n'y a pas de raison que le FONDEP ne puisse pas connaître une hausse. Donc je pense que donc à ce niveau, nous pouvons être vraiment heureux de constater qu'il y a une volonté de l'augmenter. Maintenant, il y a des points sur lesquels je pense qu'il est bon que nous y apportons chacun son éclairage et ses propositions. Dans tous les pays du monde, même les pays libéraux, les pays communistes et tout ça, le FONDEP a été toujours subventionné. Allez voir aux États-Unis, en France, partout, l'édition a été toujours subventionnée. Maintenant, c'est vrai, il faut que les serviteurs du livre s'accordent sur le modèle. Il faut reconnaître que depuis l'arrivée de Abdou Latif Coulibaly, il y a une volonté manifeste d'apporter une certaine qualité et une réorientation de ce FONDEP. C'est pour cela qu'on est là d'ailleurs. Le premier schéma, effectivement, qui était retenu pour impliquer les centres culturels, je pense que ce n'était pas un bon schéma. Les centres culturels, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents pour ça, mais ils ne sont pas outillés pour juger les éditeurs, encore moins la pertinence de la publication d'une œuvre. Donc c'est bien que vous ayez reconnu de recentrer la chose et de faire en quelque sorte, après la mise en place d'un comité, que ce comité-là doit être chargé de juger ces projets éditoriaux. Il s'y ajoute que j'ai vu l'énumération aussi de ce qui a été, ce qui est prévu. Moi, j'ai toujours porté des réserves sur deux aspects, sur la subvention aux imprimeurs d'une part et aux libraires. Aux imprimeurs, je ne vois pas la nécessité, parce que vous accordez une subvention à une maison d'édition, la maison d'édition ne va pas donner le livre, ne va pas faire le livre gratuitement, il va payer l'imprimeur. Alors je ne vois pas que vous subventionnez l'imprimeur et ensuite l'éditeur va le payer pour sortir son livre. Pour les libraires aussi, en tout cas, je ne sais pas tous les libraires, mais en tout cas les libraires, la plupart, le livre est déposé là-bas, pratiquement la promotion ne se fait pas. Bon, ensuite, ils vous prennent 40%, la plupart du temps, ou bien 30%. Je ne vois pas la nécessité de subventionner ces libraires. Moi, ce sont les deux vraiment principales réserves que j'aimais à ce niveau. Je pense que par contre, on peut bien aider les bibliothèques. Ça aussi, je pense que ça peut partir de la chaîne. Parce que le FONDEP, ce n'est pas l'édition de cette chaîne éditoriale. Le FONDEP, précisément, à moins que ça soit réformé, l'idéal, la mission du FONDEP, c'était d'aider deux secteurs, l'édition et la création du livre. Par contre, je pense que là, il faut saluer ce qui a été fait cette année, en tout cas, et les années précédentes. Je le disais hier, l'eau a très bien compris le sens d'une maison d'édition et de l'édition.
Je le dis, il y a deux secteurs et il y a d'autres secteurs qui sont encore, qui nous gênent particulièrement. Bon, que peut-être nous ne pouvons pas, nous n'avons pas encore les armes et les outils pour débloquer ces problèmes. Si on veut aider aussi l'édition, mais l'édition doit avoir accès aux livres scolaires, au marché scolaire, au marché universitaire. Et ça, c'est une décision politique. Ce qui s'est fait, il n'y a pas de raison, ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire qui sortait de guerre et qui a maintenu ça, ne puisse pas se faire au Sénégal. Il y a une décision politique et ça, nous attendons vraiment l'occasion, je l'ai dit hier, d'être en face du président pour lui dire il y a des problèmes que lui seul peut régler et je pense qu'il va les régler. Si on veut réellement aider l'édition au Sénégal, comme l'avait fait Senghor, politiquement, il avait pris une décision de donner en tout cas une partie du livre scolaire universitaire au NEA, aux nouvelles éditions africaines. Ça a permis à cette maison d'édition donc de partir sur le bon. Et c'est ce qui doit se faire. En Côte d'Ivoire, le schéma aussi avait été utilisé. Et notre fondette fonctionne pas mal. Je pense que le directeur l'a dit tout à l'heure. Nous avons souvent, j'ai eu l'occasion de rencontrer, je me souviens, en 2011, le président Ali Bongo, et qui m'avait demandé comment fonctionnait le Fondet. Il était séduit par vraiment ce qui se faisait au Sénégal, notamment dans le cadre du Fondet. Et je pense que le Gabon est en train d'expérimenter cela. Donc, et pas mal de pays prennent l'exemple sur nous, que ce soit la Guinée, le Togo. L'autre jour, nous avons reçu le ministre congolais, ministre d'État Henri Diombo, dramaturge, président de l'Union des écrivains congolais, qui nous a demandé, il a même voulu, le temps était relativement court, mais il voulait rencontrer le directeur du livre, mais il m'a dit qu'il revient très prochainement pour le rencontrer et pour parler au président Nguesso sur l'exemple du Fondet au Sénégal. Donc c'est un acquis considérable et il faut féliciter ceux qui sont à la base de cela. Mais c'est une œuvre humaine. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il faut toujours améliorer et peut-être arriver à un moment où peut-être la perfection n'existe pas, mais en tout cas on sera à un niveau considérable. Parce que l'édition n'est pas une... C'est vrai que souvent les gens mettent le coude sur... C'est une activité essentiellement commerciale. Maintenant, il faut faire en quelque sorte que qu'on puisse mêler l'utile à l'agréable. Il faut la formation. Nous pensons que tous les éditeurs ne sont pas bien formés, il faut le reconnaître. Il y a une école qui existait à Tunis, le CAFET. Il faut que le Sénégal puisse se substituer à cette école. Ils ont quand même des éditeurs bien formés. J'ai dans la salle Fodenjon, Amin Tessi, d'autres qui ont fait l'école. Je crois que Moro est là, il a fait l'école du CAFET à Tunis, et d'autres à Issatou. Donc vraiment, il y a Nara, il y a beaucoup qui ont été formés à Tunis. Mais cette école n'est plus fonctionnelle. Donc il y a beaucoup d'éditeurs qui sont venus dans le tas. Alors je pense qu'il faudra reprendre cela et comprendre que l'édition, il y a beaucoup de maisons d'édition. Si on leur demandait de nous calculer le seuil de rentabilité d'une œuvre, elles ne peuvent pas le faire. Parce qu'il faut l'apprendre. C'est un métier. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas une édition parfaite. Souvent, on nous a acculés dans le domaine technique. Il faut reconnaître que nos imprimeurs ont fait un bon quantitatif sur le plan de la qualité, et beaucoup d'œuvres vraiment que nous avons éditées ici peuvent cohabiter avec les autres en France. Parce que aussi, il ne faut pas, si j'insiste sur le marché scolaire, c'est pour des raisons même politiques, parce qu'une œuvre, vous savez que si les maisons d'édition, en tout cas, si l'édition tombe entre les mains de maisons d'édition étrangères, il y a même un péril pour la nation sénégalaise. Il y a des œuvres qui peuvent publier et qui peuvent constituer, sinon provoquer des remous dans l'État sénégalais, etc. Parce que ce qui les intéresse, c'est de pouvoir vendre leurs livres. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la stabilité du pays, alors qu'il faut que les maisons d'édition aient aussi, et ça je salue, le patriotisme de la plupart de ces maisons d'édition. Et je suis informé qui ont refusé des œuvres, de publier des œuvres, et qui n'étaient pas vraiment pour le bonheur du Sénégal, et qui étaient même à la limite un péril pour la nation sénégalaise, et certains ouvrages donc ont été publiés ailleurs. Je m'en réjouis, et c'est pour cela que je tiens à ce que quand même qu'on puisse appuyer
appuyer davantage les maisons d'édition sénégalaises. Et elles ont beaucoup de mérite, parce que je vois des maisons qui sont parties de rien et qui sont actuellement éditées partout, ils font beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'une maison d'édition a des charges fixes, mais aussi des charges variables. Quand on a un personnel, quand on a l'électricité, quand on a le téléphone, et tout cela, quand on a le local, ça greffe sur le budget et sur la subvention. Mais nous avons souvent, et là il faut le saluer, la compréhension du directeur du livre, qui est un homme du livre, et qui connaît aussi les difficultés que nous traversons. Donc je voudrais vraiment, c'est les quelques réflexions que je voudrais apporter, en saluant encore, en félicitant le directeur du livre, le ministre de la Culture et le président qui est très attentif à ce que nous faisons dans le domaine du livre, en souhaitant que ces travaux puissent apporter d'autres éclairages pour que des secteurs qui ont été jusqu'à présent parfois, je ne dis pas oubliés, mais les langues nationales, le président va en parler tout à l'heure, mais même l'édition en langue arabe. Il ne faut pas que ça soit simplement l'édition en langue française. Je pense qu'il faut quand même étendre cela pour le bonheur donc, de l'édition sénégalaise. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais à dire. Je pense que je suis dans le temps. J'ai parlé moins de 15 minutes en vous remerciant de votre délicate attention. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes parfaitement dans le chronogramme. Vous avez même permis d'équilibrer un peu et de revenir à notre... Oui, hein? Voilà. Merci bien, Monsieur le Président, pour cette belle contribution très riche, très enrichissante et qui a apporté des éléments nouveaux dans la réflexion telle qu'elle avait été conduite au niveau de la DLL par M. le directeur du livre et de la lecture. Nous prenons bonne note de ces propositions dont on va débattre tout à l'heure. Je vais laisser maintenant la parole à Mme Aminata Sy, présidente de l'Association sénégalaise des éditeurs, pour sa contribution. Madame Sy, vous êtes. Donc, le représentant, le ministre de la Culture, monsieur le directeur du livre de lecture, monsieur Ibrahim Ondo, monsieur Alil Badar Bey, président de l'Association sénégalaise des écrivains, monsieur Adramé, président de l'Union des écrivains en langue nationale. Chers collègues éditeurs et auteurs, bonjour. Mes prédécesseurs ont déjà donc fait l'historique de ce fonds. Micro, il faut mettre le micro dans la bouche carrément. Il faut l'avaler. Voilà, mes prédécesseurs donc ont déjà fait l'historique de ce fonds. Donc nous allons donc entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le fonds d'aide à l'édition qui suscite beaucoup de commentaires. Donc en tant qu'éditeur, depuis quelque temps, donc, nous recevons ce fonds. Mais il faut dire que nous sommes des éditeurs, donc des entreprises privées. Nous avons choisi, comme je l'ai dit, le livre pour le commercialiser. Nous investissons notre argent donc, pour avoir une masse bénéficiaire, pour pouvoir rentabiliser nos entreprises. Donc ce fonds d'aide, il faut le dire, c'est une aide. C'est une aide. Donc, on ne doit pas, les éditeurs ne doivent pas donc, on ne doit pas donc créer une maison d'édition pour bénéficier d'une aide. Et que aussi, l'éditeur ne doit pas attendre cette aide pour produire des ouvrages. Là, il faut être clair. Mais, en tant qu'entreprise aussi, il faut le reconnaître, la majeure partie d'entre nous, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes qui ne nous permettent pas donc d'avoir des entreprises performantes. Donc, nous avons besoin de ce fonds. Mais ce que nous commercialisons, c'est-à-dire le livre, c'est un produit qui est très difficile à vendre, il faut le reconnaître. Le livre, donc, pour nous, dans nos sociétés africaines, le livre est un moyen de formation et d'éducation. Il faut l'avouer, la population africaine n'a pas encore la culture du livre. Le livre n'est pas encore très présent dans nos foyers. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, quand on dit des fois que l'Afrique c'est une zone d'oralité. Ça fait partie de notre culture. Mais quand même, il faut s'adapter à ce monde de l'écrit. Oui. Là, je résume un peu parce que comme on nous a donné un peu 15 minutes, voilà. Donc nous avons donc des problèmes qui ne sont pas carrément dans nos maisons d'édition. C'est des problèmes externes donc
qui viennent donc s'ajouter à nos problèmes et ce qui ne nous permet pas de bien vivre. Déjà, il faut le reconnaître, la population africaine ne lit pas beaucoup. Donc c'est un frein. Ça aussi, l'éditeur ne peut pas le résoudre seul. Nous sommes confrontés aussi à un problème de pouvoir d'achat de la population. Ils disent que le livre coûte cher. Nous avons un problème de manque d'infrastructures de lecture, de bibliothèques scolaires, populaires, municipales, etc. Le livre n'arrive pas à bien circuler. Tous les acteurs donc, du livre n'arrivent pas à bien vivre de leur métier. Les libraires ont beaucoup de problèmes. Après la rentrée des classes, comme vous le savez, il y a le grand rush. Après cette période, le libraire n'arrive plus à vendre. Donc, il n'arrive plus à avoir un bon chiffre d'affaires. Les imprimeurs aussi te disent que le matériel, c'est-à-dire l'encre, le papier, sont importés. Ils sont chers. L'éditeur aussi est confronté à ce problème d'impression qui devient de plus en plus cher. Il y a aussi, dans nos entreprises, à part donc ces problèmes, on est confronté à des problèmes de salaire, de charges sociales. Il y a l'IPRES, il y a la fiscalité. Donc, il faut dire que l'État donc doit nous aider. Même en tant qu'entreprise privée, l'État doit nous aider. Parce que le livre est très important pour le laisser aux mains des éditeurs. À notre niveau, il y a deux formes de livres, c'est-à-dire la littérature générale qui véhicule donc notre culture, et il y a à côté les manuels scolaires. Donc c'est pourquoi donc l'État doit nous aider. C'est pourquoi le ministère, par exemple, de l'Éducation nationale veille sur le contenu sur le curriculum. Pour que le curriculum soit conforme au programme de la politique nationale du manuel scolaire du gouvernement. Et il veille aussi sur la distribution pour que les manuels soient accessibles à les apprenants. Et nous saluons beaucoup cet appui parce que les manuels scolaires, c'est seuls les manuels scolaires qui peuvent donc accroître la rentabilité dans une maison d'édition. Malheureusement, ce marché très important, parce que chaque année, c'est des milliards qu'on utilise pour les manuels scolaires, mais ce marché est empoché par des multinationales. Et que si ces milliards allaient dans les poches des éditeurs nationaux, je crois que ces entrepreneurs allaient participer fortement au développement de l'économie nationale. Donc, aussi, il faut se dire aussi que les auteurs aussi ne sont pas contents. Ils se lamentent du faible montant des droits d'auteur. Il faut les comprendre aussi parce que quand on répartit donc toutes les charges dans l'entreprise, je crois qu'on les accorde de 10 à 12%. Même après ces droits d'auteur, après toutes nos charges, l'éditeur ne peut pas avoir une bonne marge pour rentabiliser dans son entreprise. Donc nous avons bien besoin de cette aide. Cette orientation du fonds d'aide de toute façon arrive à son heure. Donc il est grand temps donc de se ressaisir pour participer au Sénégal émergent avec des entreprises performantes. Et ça aussi, il faut que l'État, enfin le ministère de la Culture, parce que c'est notre ministère de tutelle, nous aide auprès des autorités pour essayer d'avoir, comme je l'ai dit tantôt, le marché scolaire. Parce que sans marché scolaire, je crois que nos entreprises ne seront jamais performantes. La littérature générale, il faut le reconnaître, c'est bien beau, il y a les romans, la poésie, le théâtre. Vous le constatez dans nos stocks, le stock ne bouge pas. Donc il faut que l'autorité nous aide. M. Aline Badarabé l'a déjà dit. Il faut une volonté politique. Seule une volonté politique peut régler ce problème, à l'instar de la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, au niveau de notre association, on a beaucoup discuté sur ce fonds d'aide.
Bon, un exemple concret, par exemple, nous sommes venus en masse ici au Salon du Livre de Saint-Louis. Les éditeurs sont là, on a exposé, on a payé le stand. Il y a des gens qui ont payé le transport, ils ont amené leurs livres. Est-ce qu'ils vont retourner avec un peu d'argent? Parce que ça, ils ont investi. Hein? Heureusement, il faut le remercier, la direction du livre et de la lecture. Avec l'aide, donc on s'est mobilisé pour payer le car, pour payer l'hébergement. Mais sinon, l'éditeur qui vient, avec son transport, avec ses bagages, avec le stand, est-ce qu'il va vendre une somme importante? Quand il retourne à Dakar, il fait ses comptes, est-ce qu'il va avoir une marge? C'est ça le problème. Dans les phares aussi internationaux, c'est ce qui nous arrive. Au niveau de la phare, malgré l'appui de la direction du livre et de la lecture en payant les stands à 400 000 et quelques, il y a des éditeurs qui n'arrivent pas à vendre 100 000. À l'extérieur aussi, c'est la même chose. Heureusement aussi, j'en reviens, mes remerciements toujours à la direction du livre. Il faut prendre un avion, payer le stand à l'extérieur, l'hébergement, etc. Mais on retourne sans vendre 100 000 francs CFA. Ça, donc, il faut le reconnaître. Donc, avec tous ces problèmes, moi, je ne vois pas comment l'éditeur national, local, peut se développer, peut avoir une entreprise rentable. Parce que des fois, on va vers les autorités, ils nous disent, bon, voilà, bon, écoutez, vous êtes des entrepreneurs privés, vous avez choisi donc d'être des éditeurs, donc voilà, on ne peut pas continuer continuellement à aider des entreprises privées, c'est pas normal. Il est vrai, c'est pas normal. Mais comme je l'ai dit tantôt, le livre est un produit trop important pour le laisser à nos seules mains. Parce qu'avec le livre, même dans les pays où il y a une bonne industrie du livre, l'État est derrière. Comme je l'ai dit, les livres scolaires, il ne laisse jamais à des éditeurs comme ça, privés. Il a la mainmise dans ça. Donc, aussi dans nos sociétés africaines, il faut une mainmise donc, dans ces manuels pour aider les éditeurs. Sinon, c'est un grand problème parce qu'on dit que les enfants ne lisent plus, il faut la promotion du livre et de la lecture. Donc, tout ça, je crois que l'éditeur national seul ne peut pas régler ce problème. Donc, il nous faut vraiment cette aide à l'édition. Heureusement que le président de la République a compris, a bien compris, et il a décidé donc d'augmenter cette aide à 1 milliard. Bon, je crois que donc, avec cette aide, bon, on pourra peut-être essayer de régler quelques problèmes. En tout cas, j'ai quelques suggestions donc, pour la réorientation du fonds d'aide, comme je l'ai dit, avec les éditeurs, on a beaucoup discuté. Donc, il faut un appui financier, comme l'aide à la presse. Parce que nous n'avons pas que des problèmes d'impression. Parce que là, avec la direction du livre, on reçoit de l'aide, on fait des ouvrages pour l'impression. Il est bien sûr qu'avec cette aide, on peut diminuer le prix, parce qu'on n'a pas investi. On peut diminuer le prix pour vendre, mais on a d'autres problèmes, comme je l'ai dit, des problèmes de promotion par exemple. On peut faire des dédicaces par exemple. Pour avoir une page publicitaire dans les journaux, il faut payer de l'argent. C'est très cher. À la télévision, il ne faut même pas en parler. On en sait quelque chose. Donc on a d'autres problèmes de promotion. On a des problèmes au niveau des sociétés, comme je l'ai dit, de fiscalité. Bon, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore payé les impôts. Chez nous, les nouvelles africaines, on en doit 200 et quelques millions. D'autres aussi la même chose. Il faut revoir ça aussi. Comme je l'ai dit, il y a les charges sociales, etc. À notre niveau aussi, il y a un grand problème de formation du personnel. Parce que comme vous le savez, il y a les nouvelles technologies. Les enfants ne lisent plus, ils utilisent le WhatsApp, le téléphone portable. Donc on a essayé de les rejoindre dans leur univers et on essaie de faire de l'édition numérique. On va se lever un beau jour faire du numérique. Il faut de la formation du personnel, il faut acheter de nouvelles machines, il faut donc de nouveaux investissements. Donc ça aussi, l'éditeur seul ne peut pas le faire. On nous dit, bon écoutez, il faut faire l'édition numérique, il faut des tablettes et tout, mais aussi à notre niveau, il faut un accompagnement donc pour essayer de développer ce secteur qui est en vogue. Je vais parler un peu aussi maintenant aussi du renforcement de la capacité aussi au niveau de nos structures. Il faut aussi des programmes de renforcement de la capacité. Parce qu'il y a une évolution au niveau de nos entreprises. Donc, comme je l'ai dit, il y a l'édition numérique. Actuellement aussi, il y a un grand marché sur les langues nationales. Le gouvernement donc, a décidé d'introduire les langues nationales dans le système éducatif. Il y a un financement important de l'USAID de 42 milliards. Donc, en langue nationale, ils vont commencer par le Wolof, le Sérère et le Pulaar. Donc, il faut un programme de renforcement de capacité au niveau de nos associations
pour essayer donc de capter donc cet important marché. Sinon, ça va aller vers les ONG, ce qui n'est pas normal. Il y a l'édition nationale qui est là. On édite en langue française, maintenant il y a les langues nationales. Bien sûr, il y a des éditeurs qui sont spécialisés en langue nationale, mais ces éditeurs ne sont pas nombreux. Pourquoi pas les autres? On va faire des programmes de renforcement des capacités. D'ailleurs, l'association va donc, je crois que c'est demain, on a décidé donc de faire une conférence sur les langues nationales, c'est-à-dire l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, enjeux et perspectives pour l'édition nationale. Donc, un autre point aussi, on a dit d'allouer donc une quote-part substantielle à la dotation des clubs de lecture. Cela permettra donc un approvisionnement durable par le biais d'appels à acquisition auprès des éditeurs locaux, ce qui nous permettra de résorber nos stocks. Donc il y a des marchés qu'on peut organiser à nos niveaux, des appels d'offres pour les approvisionnements des bibliothèques, etc. Ce qui nous permettra donc de vendre un peu. Donc il faut aussi revoir la clé de répartition aussi de ces fonds. Parce qu'il faut tenir compte aussi de la taille de l'entreprise. Il faut aussi tenir compte de l'ancienneté de la maison d'édition. Un dernier point, on voulait aussi une transparence pour que chacun ait sa part légitime de ce fonds. Donc pour terminer, donc, nous vous remercions encore de ces subventions qui vont nous encourager à devenir de véritables entrepreneurs. En tout cas, nous comptons beaucoup sur le ministre de la Culture qui aime bien le livre, qui est un auteur, qui a été un éditeur. Je crois que, comme l'a dit hier notre parrain, M. Mahdi Gassama, il ne faut pas qu'on rate cette occasion. Je crois qu'avec lui, bon, enfin, je ne vais pas dire tous nos problèmes, mais certains de nos problèmes vont être réglés. Je vous remercie. Merci bien, Madame la directrice générale des médias africains du Sénégal et présidente de l'association des Sénégalaises des éditeurs. Merci également, Patrick Aline Balbé, vous avez apporté d'autres éléments d'appréciation de la question de l'édition et du fonds d'aide à l'édition. Nous allons y revenir tout à l'heure. Je vais passer la parole à M. Cheikh Abdoulaye Diakhaté, président de l'Union des écrivains sénégalais en langue nationale de l'Islam. M. Diakhaté, cher. Je voudrais à travers vous peut-être saluer et dire aussi un bonjour au directeur du livre et de la lecture. Saluer aussi Madame et Monsieur les communicants. Donc Monsieur et Madame les communicants qui m'ont précédé. Et dire ma grande satisfaction de partager cette réflexion avec ceux qui sont dans la salle, que je salue également. Je considère que ce salon-là, qui est le premier salon du livre, vient à son heure et vient combler un vide de l'année charnière que nous avons entre les deux filiales. C'est aussi, je crois, et c'est comme ça que M. Lola a pensé, il me semble, et le ministre aussi, un espace que les acteurs peuvent partager pour discuter et cerner de plus près les problèmes qui se posent à eux pour leur trouver des solutions. Fort heureusement, le ministre a pensé à cela et avec son équipe, et c'est pourquoi nous devons les remercier pour cette occasion qu'ils nous donnent, pour cette initiative excellente que je salue et je demande à Dieu de le perpétuer et toujours le couronner de succès. Monsieur le modérateur, on nous a demandé de réfléchir sur la réorientation du fonds d'aide. Je ne reviendrai peut-être pas sur tout ce qui a été dit du point de vue historique, mais je crois que c'est quand même très opportun puisque le dynamisme de notre pays dans le domaine de la création et de la culture est connu de par le monde. Et aujourd'hui, le Sénégal est une référence en la matière. Il ne se passe pas une semaine ou un mois où il n'y a pas lieu au Sénégal une grande manifestation culturelle. On vient des Récidac. Il y a autre chose avant. On célèbre aujourd'hui
le premier salon du livre. Donc notre pays quand même est un pays qui fait référence dans ce sens-là de par le monde. Il est aussi heureux que le pays, assez tôt, à travers le président Senghor, ait pensé à créer ce fonds d'aide pour accompagner les acteurs du livre, les acteurs culturels en général, par un financement conséquent. Mais nous avons quand même des aspects importants sur lesquels il faudrait, je crois, revenir. Et si on doit saluer l'esprit inclusif qui anime la direction du livre et le ministère en général, en associant tous les acteurs, généralement nous nous inquiétons sur la place qui est faite aux écrivains. On a parlé du conseil de gestion tout de suite. Les écrivains en langue nationale n'y sont pas. Et si on n'est pas là, on ne peut pas défendre correctement les intérêts qui sont les leurs, qui sont les nôtres. Nous sommes tout à fait d'accord que le bouillonnement culturel et la création de manière générale dans notre pays nécessitent que ce fonds-là soit porté à 1 milliard. C'est sûr que ce milliard-là risque de ne plus être suffisant d'ici quelques années si la dynamique à laquelle nous assistons continue comme on le prévoit. C'est peut-être un des éléments de consensus, je crois. M. B et Mme Si sont revenus là-dessus, ainsi que M. le directeur du livre. Je crois que c'est quelque chose que nous saluons et que nous appelons de nos voeux. Nous pensons aussi que ce fonds-là, pour qu'il soit pérennisé, il faut qu'on redéfinisse les destinataires. Les écrivains doivent passer par les éditeurs pour avoir des financements. Mais il serait utile que la direction du livre puisse élire des maisons d'édition, je crois que M. le directeur l'a dit, pour la prise en charge de bons manuscrits en tenant compte des critères précis. Les critères, c'est la qualité de la collaboration antérieure. Il faut vraiment que les gens disent, bon, on a travaillé avec telle maison d'édition, on n'a pas été satisfait quand même, cette maison d'édition ne peut plus faire l'affaire. Ou bien on a travaillé avec telle maison d'édition, vraiment, et a rempli tous les critères, elle est éligible pour la prochaine fois. De la même manière, la conformité au cahier de charge. Il y a un cahier de charge quand même qui est nécessaire à tenir en compte pour que les maisons d'édition puissent avoir aussi à bénéficier par la suite de certaines subventions. Les conditions, le respect des conditions de contrat, je crois que c'est quelque chose quand même d'important comme critère pour... On peut en ajouter d'autres. Parce que quand même de plus en plus, pour le problème de la transparence et la rigueur et de l'efficience de ce fonds, il faut que l'on travaille sur des critères consensuels qui puissent permettre d'élire ces maisons d'édition. Je crois aussi qu'il y a à surveiller un conflit d'intérêts qui peut avoir lieu entre les éditeurs et les écrivains. Dans notre pays, il y a quand même un aspect très particulier, c'est que beaucoup d'écrivains sont aussi des éditeurs. Ce conflit d'intérêts-là, il faut le prendre en compte. Parce que quand même, ce n'est pas toujours bon que l'on puisse demander des fonds pour se faire éditer soi-même. Quand même, ça, c'est... Le fonds devrait être plus crédible de ce point de vue, en essayant autant que possible de permettre à ceux qui veulent publier leurs propres œuvres de passer par peut-être d'autres éditeurs qui pourraient le faire, et ce serait plus objectif. De la même manière, souvent la direction du livre met beaucoup de temps à répondre à des sollicitations. Je crois quand même que ça, c'est un problème de courrier, je le souligne. Mais il y a des gens qui en font une préoccupation particulière. Si on est subventionné, il faudrait qu'à temps, que l'on puisse apprendre, être informé de cette subvention-là et à quelle hauteur. Puisqu'il y a quand même des engagements à prendre par rapport à des gens qui sont dans la chaîne du livre. Il faut aussi, dans le contrat, de mon point de vue, stipuler, et Mme Si est revenue là-dessus, un taux à allouer à la promotion et à la diffusion du livre. C'est vrai qu'il est bon de sortir un livre, mais il faut le promouvoir, il faut le diffuser. Souvent, on se borne à sortir le livre, mais on ne le présente pas au public.
On ne le met pas dans des structures de diffusion. Alors ça, je crois que le fonds devrait expressément prendre en charge cet aspect-là, pour que chaque livre qui est sorti par le subventionné puisse quand même bénéficier d'une part de la subvention pour être diffusé ou être promu, pour être porté à l'attention des lecteurs. M. Makili Gassama l'a dit, nous passons à côté d'une chose très importante que nous ne surveillons pas. Il y a beaucoup de nos œuvres qui sont écrites en wolofal ou en poulard, mais dans les caractères arabes, que nous risquons de perdre parce que les gens qui les gardent de plus en plus n'en font pas une affaire sérieuse, ou en tout cas, bon, c'est les anciens qui les gardent de manière précieuse commencent à disparaître de plus en plus. Il est bon de les sécuriser. Et je crois que le fonds devrait prendre en charge cet aspect-là pour que chaque année au moins qu'on puisse promouvoir des versions originales de ces choses. Les familles sont là, il faut entrer en contact avec eux, voir les versions les plus crédibles et puis peut-être chaque année les sortir pour les sécuriser. De la même manière, quand un livre est prix du président de la République, il faut quand même le traduire. Ça augmente l'audience et ça permet de mettre à la disposition des lecteurs qui ne sont pas ceux qui parlent français, de mettre ce livre-là à leur disposition et de partager ça avec eux. Il est assez particulier que ce fonds-là puisse appuyer les écrivains, mais c'est les écrivains qui en bénéficient le moins. C'est vrai. L'écrivain ne peut accéder au fonds que par les maisons d'édition. Est-ce qu'il n'est pas temps que le fonds soit orienté dans le fait d'augmenter, de renforcer la capacité des écrivains? Et ce sont ces écrivains qui sont le produit de base. Parce que s'il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a pas d'imprimeur, rien. Et malheureusement, les écrivains sont peut-être les moins nantis par rapport à ce fonds-là. Il est bon que des ateliers d'écriture, des formations numériques et autres soient formés et soient pris en charge par ce fonds-là. Je crois aussi, et c'est important, moi j'appelle ce fonds à réfléchir sur la validation de beaucoup de produits que nous avons dans nos langues nationales, les terminologies, les lexiques qui circulent et qui n'ont jamais été validés. Je crois quand même que c'est important que ces ouvrages de référence puissent bénéficier d'ateliers de validation qui leur donnent plus de crédit et qui en font réellement des ouvrages de référence. Moi, j'ai cité de mémoire 2 dictionnaires, un dictionnaire de Aram Fall et de Rosine Santos et un dictionnaire de Léopold, je crois, qui sont en fait des références. Mais je ne me souviens pas que ces livres-là aient été validés. Je crois qu'il est bon que nous puissions quand même valider ces livres, comme les terminologies que nous avons et qui circulent et qui peut-être seraient plus crédibles une fois validées. C'est d'autant plus nécessaire que Madame Sy l'a dit, nous sommes dans un programme de lecture pour tous où beaucoup de fonds ont été mis par l'USAID. Ce programme est présent dans 7 régions, je parle sous le contrôle de Madame Mouka de Arep, et ils sont assez bien impliqués dans ce programme-là. Et de plus en plus, ces gens-là auront besoin de support. Et il faut que les gens travaillent à sortir des supports de qualité. Je crois que c'est quand même ce fonds-là devrait quand même prendre en charge cet aspect-là qui, de mon point de vue, est un aspect de l'avenir. Le Sérère, le Poulard et le Wolof sont dans cette région. En attendant que d'autres régions soient touchées, je crois quand même que c'est important que nous puissions bénéficier de ça. D'autant plus que dans le programme, il y a les livrets de l'élève, mais il y a aussi des livrets de maison pour accompagner les parents à suivre leurs enfants. Il y a aussi des recueils de textes qui vont certainement être publiés. Et ces textes-là, il faudrait peut-être que le ministère puisse, avec le ministère de l'Éducation nationale, avoir un point de vue partagé sur la question. Je voudrais aussi dire que le fonds a permis à l'écrivain
d'avoir 15%, je crois que c'est 10% en général, mais le fonds dit c'est entre 10 et peut-être certains vont jusqu'à peut-être 20%, mais je considère que quand même, pour donner à celui qui est à l'origine de la chaîne le maximum qu'il peut avoir, on peut aller jusqu'à 25%. Si le fonds est porté à 1 milliard et que l'on puisse peut-être augmenter les subventions au niveau des maisons d'édition, l'écrivain, il faut lui accorder jusqu'à 25% du point de vue de sa rétribution. Je voudrais peut-être terminer par là. La direction du livre, à travers le fonds, devrait publier un catalogue des ouvrages qui sont subventionnés. Parce que c'est quelque chose qui nous manque cruellement. On n'en a pas. Chacun fait dans son petit atelier quelque part et personne ne sait ce que l'autre fait. Bon, l'ancien directeur, M. Sam, avait initié ce projet-là. Il est parti au niveau du théâtre Daniel Sorano. Je crois que M. Lou devrait peut-être nous l'inviter en tout cas à reprendre ce projet. D'abord, faire un catalogue des œuvres qui sont subventionnées et aussi inviter les éditeurs à donner à la direction du livre leur production pour qu'on fasse un catalogue national. Parce que ce catalogue national est important pour que les gens ne fassent pas de duplication, que les gens ne fassent pas de création qui est sur un livre qui a été fait ou tout ça là. Ça permet au moins d'avoir un ouvrage de référence. Je voudrais peut-être terminer par là, monsieur le modérateur, les quelques propositions que je voulais faire par rapport à ce fonds, les voilà. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, merci, Monsieur le Président de l'USLA, l'Union des écrivains sénégalais en langue nationale. Vous avez fait de très importantes contributions à l'image de vos prédécesseurs sur les questions liées à l'édition, à l'écriture et plus largement au fonds d'aide à l'édition et à sa réorientation. Nous avons terminé donc les propos des panélistes. Nous allons ouvrir les débats. Je rappelle simplement qu'il ne nous reste plus guère beaucoup de temps. Bonjour tout le monde. J'aime bien me lever quand je parle pour que les gens me voient un peu. Même si je suis un vilain vieillard. Bien, moi je voudrais, tout ce que j'ai à dire, je salue d'abord le panel, j'ai apprécié beaucoup d'idées qui ont été dégagées, notamment les idées de Adramé. Je m'attendais à ce qu'il parle en Wolof, parce qu'il représente les langues nationales, donc moi, sa présentation... Alors, pardon, monsieur, vous nous dérangez, vraiment. Oh, alors, oui, mais je vais y aller, parce que c'est... Alors, moi, ce que j'ai à dire sur le fonds d'aide à l'édition, c'est d'abord qu'on change l'intitulé. Fonds d'aide. Tout à l'heure, j'ai entendu Madame Si dire c'est une aide. J'ai senti ça comme une sorte de coup de poing. Parce que nous travaillons pour notre pays. L'État contribue à nous permettre de réaliser nos objectifs. Quand on dit aide, c'est comme si ça dépend de celui qui veut bien aider. Alors que c'est une contribution. Moi, je voudrais qu'on intitule ce fonds-là Fonds de contribution à la promotion du livre et de la lecture. Fonds de contribution à la... Fonds de promotion du livre et de la lecture. Voilà. Fonds de promotion du livre et de la lecture. Ensuite, que les écrivains soient tenus en compte. Franchement, les plus pénalisés par rapport aux retombées du fonds d'aide, ce sont les écrivains eux-mêmes. Certains éditeurs sont satisfaits, mais les écrivains passent toujours à la casserole. Et je pense qu'il faut régler ce problème-là. J'ai écrit beaucoup d'articles sur le fonds d'aide à l'édition dans le passé.
J'ai été même à l'inspection générale d'État pour demander qu'on audite le fonds d'aide à l'édition, et ça a été fait à l'époque. Certes, il y a des avancées notables, et ça, nous devons remercier le directeur du livre et de la lecture, qui écoute toujours les gens, qui essaie de faire ce qu'il peut, mais on a eu des tranches du fonds d'aide à l'édition qui ont disparu dans le passé. Et ce sont toujours les écrivains qui trinquent. Je pense qu'il faut qu'on règle ce problème-là. Je ne veux pas être long, j'ai beaucoup de choses à dire. Ce que j'avais à dire, si vous allez sur Google, vous écrivez fonds d'aide et vous écrivez Momar Gueye, vous verrez que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le fonds d'aide à l'édition. Il faut qu'on pense aux écrivains. Ce sont eux qui constituent le noyau. Il y a des éditeurs qui passent toute leur vie à arnaquer les écrivains. Moi, j'ai subi plusieurs fois des cas de figure de cette nature. Il faudrait non seulement donner donc des ressources pour que les gens puissent travailler, mais aussi aider les écrivains qui ont été arnaqués ici et ailleurs. Ça existe. Vraiment, ce que je peux dire, ce que je devais dire, je ne peux pas le dire ici. Mais pour l'essentiel, je pense qu'il faut penser aux écrivains, changer l'intitulé du fonds d'aide, et, ma foi, revoir un peu tout ce qui est à revoir et aussi faire preuve de transparence. Le seul dernier point que je vais dire, excusez-moi, monsieur le professeur, le seul point que je voudrais ajouter, c'est que quand il y a des salons du livre à travers le monde, je souhaiterais que le fonds d'aide à l'édition prenne en charge quelques éditeurs, quelques écrivains et les amène au niveau de ces salons-là. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, ce ne sont pas les éditeurs et les écrivains qui y vont. Il s'est passé le salon du livre du Québec. Ça a été une très bonne initiative. La délégation était dirigée par le ministre de la Culture avec le directeur du livre et de la lecture. Mais on avait pris des écrivains d'ici, les Fatou Diom, les Nafissatou. Et on a pris vraiment un échantillon d'une dizaine d'acteurs du livre qui ont représenté le Sénégal. Et c'était très beau à voir. Mais très souvent, on entend, voilà, salon de Suisse, salon de Paris, salon d'Allemagne, salon de Nangam. On ne voit aucun écrivain. Les livres n'y vont pas, les écrivains n'y vont pas, les éditeurs n'y vont pas. Il faudrait que le fonds d'aide à l'édition puisse prendre cela en charge parce que c'est une fenêtre pour nous. Merci beaucoup. Merci, merci mon colonel. On se limite à... Nous, notre problème, c'est que, comme l'a dit monsieur Gueye, le fonds d'aide à l'édition, quand on voit les éditeurs et qu'on regarde les écrivains, ceux qui ont donné la connaissance et tout, on a l'impression que vraiment il y a une grande difficulté. On voit des éditeurs bien comprenants, bien partants, et ceux qui ont écrit sont souvent maigrichons et derrière. Donc, moi je plaide surtout pour les écoles, les bibliothèques scolaires. S'il y a un fonds d'aide à l'édition, ce fonds doit être repensé pour que les livres, les manuels d'études didactiques, les œuvres au programme, c'est-à-dire les supports, soient dans les écoles à la main des élèves. Les outils de travail reviennent aux élèves. Parce que nous parlons de manque de lecture du livre qui ne circule pas, alors que le livre devrait être entre les mains des enfants. Pour que l'on puisse lire, il faudrait le commencer à un bas âge. Ça, c'est quelque chose que nous devons dire, que nous voulions dire, et nous voulons surtout plaider pour ces écoles qui sont pauvres en matière de manuels, de livres scolaires d'abord. Merci bien, madame, merci beaucoup. Les propositions des professeurs des écoles, où cela va dans tous les sens avec les fascicules, ne nous arrangent pas. Pour que les voient aux enfants. Voilà, merci. On les voit aux enfants. Monsieur, les salles de lecture dans les quartiers, les bibliothèques municipales ne nous arrangent pas. Il nous faut des bibliothèques merci, quartiers, madame. Des bibliothèques dans les écoles. Dans les écoles. Et nous prions qu'avec ce salon du livre, qu'on ait au moins un début où les élèves auront des outils à leur portée. Merci madame. Merci. Je vais répondre rapidement.
vous parlez des écoles, c'est le domaine du ministère de l'Éducation nationale. Le fonds d'aide, non, le fonds d'aide est du domaine du ministère de la Culture. Moi-même, je suis de l'Éducation nationale, je sais de quoi je parle, c'est pas la même chose. Monsieur le Président. Élie a arraché la parole, mais je voudrais lui arracher le micro. Monsieur le Président, oui. Je ne vais pas argumenter, je voudrais juste poser une question. À quand la prochaine réunion pour la même question qui nous rassemble ici? Voilà, question bien notée. C'est un dictateur. Rémi Sagna, je voulais donner la parole à mon calife, mais je ne vais pas lui donner la parole aujourd'hui. Rémi sera le dernier intervenant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je voudrais appuyer la proposition du colonel, à savoir qu'il faut véritablement réfléchir à la dénomination de ce fonds. Parce que c'est celle-là qui va déterminer les axes d'intervention de ce fonds-là. J'ai été inconnu prédécesseur de M. Lo, et nous avions eu à gérer ce fonds-là au temps où il n'avait pas la dimension qu'il a aujourd'hui. Et je voudrais me réjouir de voir que ce fonds-là a beaucoup évolué, que non seulement en termes de capacité financière, mais également en termes d'intervention. Je pense que aujourd'hui, cette réunion tombe à pic. Il importe que véritablement on définisse les modalités d'intervention de ce fonds-là. Et qu'on puisse dire véritablement c'est tel et tel axe qui devrait pouvoir être appuyé. Et c'est pourquoi je voudrais plaider pour la promotion de la lecture. C'est un maillon extrêmement important de l'aide au livre et à l'édition. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions aller vers une plus grande autonomie de la direction du livre et de la lecture en matière d'appui extérieur. Nous avons souvent été dépendants de ressources financières extérieures pour développer le réseau des bibliothèques publiques nationales. Il importe que nous puissions nous appuyer sur les ressources nationales pour développer le réseau des bibliothèques publiques, parce qu'il y a de l'acquisition, il y a de la formation, il y a de la promotion, axe extrêmement important si on veut véritablement assurer une bonne dynamique du livre de la lecture dans notre pays. Merci. Monsieur le Président. Une minute, asseyez-nous. Non, une minute, mais 15 secondes. Juste pour dire, en fait, il y a beaucoup de confusion. En tout cas, il y a beaucoup de choses que je ne partage pas. Mais peut-être on aura l'occasion d'en parler. On ne pourra pas régler ça en 1 heure, en 2 heures. Il faut peut-être une journée. J'ai le même point de vue que Charles Moreau. Il y a énormément de problèmes. Mais d'abord, je commence par une grande confusion. Le fonds d'aide à l'édition. En fait, c'est Confucius qui disait, pour changer le monde, avant de changer le monde, il faut d'abord qu'on précise les mots. Qu'est-ce que le fonds d'aide à l'édition? C'est un fonds qui est destiné à appuyer l'édition. Un fonds pour les écrivains, c'est un fonds à la créativité. Un fonds pour les libraires ou pour les diffuseurs, c'est un fonds de soutien à la diffusion. La France en a, tous les pays civilisés en ont. Il y a énormément de confusion dans notre pays. Et moi, je pense que le fonds d'aide, c'est une calamité. Beaucoup sont venus à l'édition parce qu'il y a un fonds d'aide à l'édition. S'il n'y avait pas ce fonds, on aurait 4 ou 5 maisons d'édition. Donc, juste aussi, et je ne partage pas aussi le point de vue d'un éditeur qui dit que je demande à mes auteurs. Un éditeur ne doit pas tendre la main et demander à un auditeur de financer son livre. C'est un choix. Un éditeur, c'est un double défi. C'est le défi, c'est le pari éditorial. C'est l'éditeur qui s'engage financièrement pour publier un livre, qui s'engage financièrement à payer les droits d'auteur. Quelqu'un donc un éditeur qui demande à un auteur, ce n'est plus un éditeur, c'est un prestataire de service. Je vous remercie. Merci, monsieur le modérateur. Si on regarde l'agenda du salon, il y a un panel qui doit démarrer dans 8 minutes. Sur les langues nationales, c'est important qu'on laisse à ces animateurs la possibilité également de réfléchir sur une problématique aussi importante pour nous. Je voudrais dire 3 choses.
La première, c'est que nous voulions un prétexte à travers cette réflexion pour aller vers une rencontre entre opérateurs qui nous permettrait, non pas en une demi-journée, mais certainement dans le cadre d'un séminaire résidentiel, pour répondre à Elisha Moreau et creuser la réflexion. C'est important. Donc, nous allons rendre compte de l'esprit de cette rencontre à l'autorité et suggérer la tenue d'une réflexion un peu plus approfondie pour espérer en sortir, parce qu'il ne faut pas perdre de vue le cap. L'idée, c'est de réorienter ce mécanisme pour en sortir avec une stratégie qui, à terme, nous permettrait de mieux faire ce que nous sommes en train de faire. Première observation. Deuxième observation, le directeur du livre a été, et de la lecture a été lui-même interpellé sur beaucoup d'aspects, mais je voudrais, parce que je l'avais annoncé dans mon propos, en ce qui concerne les salons, je remercie le colonel Moumar Gueye de sa proposition. Mais j'ai là sous les yeux une liste de 10 salons auxquels nous avons participé. Quand j'ai dit nous, c'est le Sénégal. Entre 2017 et 2018, le ciel de Casablanca, le salon de Tunis, celui de Sfax, le salon de Paris, de Genève, de Francfort, d'Abidjan, de Bruxelles, de Conakry, de Bologne. À tous ces salons-là, des éditeurs et des écrivains ont participé. Sur des échelles peut-être discutables. Mais à tous ces salons, le ministère de la Culture, donc le fonds d'édition, a contribué à la présence d'écrivains et d'éditeurs. Je cite, et en particulier, les salons de Bruxelles, les salons de Paris et de Genève, où nous avons conduit de fortes délégations, d'au moins 4 personnes. C'est dire que sa préoccupation, nous en avons parlé il y a quelques jours en privé, nous la partageons. C'est vrai, mais ce que j'avais ajouté comme commentaire, c'est que c'est à vous, opérateurs et corporations, de nous aider à mieux faire, en confaisant, en argumentant vos propositions et en les portant de façon sereine, mais de façon responsable à l'appréciation de l'autorité. Ça, je le pense très sincèrement. Pour Mamadou, oui, les subventions annoncées devraient arriver au destinataire. Mais la précision qu'il faut apporter, c'est que les lettres par lesquelles le ministre vous a notifié vos subventions sont quand même assez précises. Ils disent clairement les tranches sur lesquelles vous allez recevoir vos subventions. Alors, si votre maison d'édition n'a pas encore reçu sa subvention, cela veut dire simplement que la tranche sur laquelle vous êtes éligible n'est pas encore disponible. Et nous travaillons avec le ministère des Finances à rendre ces tranches disponibles. Et je voudrais remercier le président Bey qui s'emploie à titre privé à agir et jusqu'y compris auprès de la haute autorité pour nous aider à disposer de ces fonds-là. Alors, ma dernière observation, c'est pour anticiper sur les querelles byzantines, sénégalo-sénégalaises qu'on aura en rigolant. Je dis bien, les querelles que nous aurons en rigolant. Non, il faut être sérieux. On ne sera jamais d'accord sur un certain nombre de choses. Mais le plus important, c'est que nous puissions argumenter nos points de vue en respectant aussi ceux des autres. Alors quand j'entends mon ami Thierno Seydou dire que le fonds d'aide est une calamité, probablement que pour éviter que vous ne soyez contaminé par la calamité, il faudra refuser vos subventions. C'est par là que je termine et je vous remercie. Non, nous allons prendre la subvention avec mon calife. Merci à tout le monde. Moi, je voudrais remercier tout le monde et dire que ce panel nous aura permis de commencer une réflexion ou de continuer une réflexion qui va prendre plus de relief lorsqu'un comité va se réunir de manière plus précise sur les questions qui ont été soulevées aujourd'hui. Chacun de